Nous sommes à la dernière partie du cours qui est le traitement. Donc, une des difficultés majeures du traitement, donc qu'il soit curatif ou prophylactique, c'est principalement la progression des résistances de falciparum vis-à-vis des antipaludiques en général et de la chloroquine en particulier. Donc, le traitement du paludisme non compliqué. Donc, on va commencer par le traitement des infections à falciparum qui ne sont pas compliquées. Donc, un accès non compliqué est par définition un épisode aigu du paludisme, se caractérisant par l'absence de signes de gravité. Rappelez-vous, nous avons fait les critères de gravité selon l'OMS. Dans cette forme, le patient doit toujours guérir. 5 produits sont actuellement d'utilisation courante, tous utilisables par voie péros. Donc, la quinine, la mefloquine, l'alofentrine et l'atovacone proguanil. Deuxièmement, le traitement des infections à Plasmodium vivax, ovalé et malarié ou Plasmodium knowlesi. La chloroquine garde sa place, mais il convient d'être certain du diagnostic d'espèce. Dans le doute, il faut considérer le patient comme étant a priori infecté par le falciparum. Pour prévenir les accès de réviviscence de vivax et d'ovalé, la primaquine est active sur les formes hépatocytaires hypnozoïdes. Le traitement du paludisme grave, donc les modalités de prise en charge d'un paludisme grave reposent sur les principes suivants. Premièrement, il faut identifier les signes de gravité. Tout paludisme grave doit être hospitalisé en urgence. Mise en route immédiate d'un traitement à base de quinine en intraveineux ou d'artesunate en IV. Relais péros dès que l'état du malade le permet par l'atovacone proguanil ou par l'artéméter lumefantrine. Traitement symptomatique en cas de défaillance viscérale et tenir compte d'un risque plus élevé d'hypoglycémie chez l'enfant et la femme enceinte. Rappelez-vous, on avait dit le paludisme chez la femme enceinte avait l'un des risques, c'était de créer l'hypoglycémie qui était importante chez la femme enceinte. Pour la prophylaxie, donc premièrement, nous allons voir la prévention collective, donc c'est la lutte antivectorielle. On peut lutter contre les adultes par les insecticides, lutter contre les larves donc en utilisant des poissons larvivores, assécher les points d'eau. Rappelez-vous, Madame Lanoffel, elle aimait bien pendre ses œufs là où il y a de l'eau. Utilisation généralisée de moustiquaires imprégnés, pulvérisation d'insecticides au niveau des domiciles. Deuxièmement, la prévention individuelle, donc lutte contre les piqûres de moustiques. Donc à l'extérieur des maisons, porter des vêtements longs le soir, si possible imprégnés d'insecticides, mettre des répulsifs sur les parties découvertes et à l'intérieur des maisons, utiliser des moustiquaires et associer climatiseurs et insecticides. La chimioprophylaxie. Alors la chimioprophylaxie, c'est quoi? C'est la D'abord, quand est-ce qu'elle doit être prise? On doit la prendre avant et après le retour en zone d'endémie. Et qui doit la prendre? Donc déjà, les voyageurs doivent la prendre, les femmes enceintes, ainsi que les sujets neufs. Donc les femmes enceintes en zone d'endémie et les sujets neufs, c'est-à-dire les sujets qui n'ont pas fait de paludisme. Quelle molécule? Donc, pour choisir la molécule, il faut savoir la zone. Et la zone, c'est l'OMS qui a créé plusieurs zones selon l'intensité de la résistance aux antipaludéens. La saison, alors c'est pas tout, la saison, donc il faut savoir quand est-ce qu'il faut les prendre. Et puis les sujets, alors il faut savoir que les extrêmes d'âge sont les sujets les plus vulnérables, les femmes enceintes et les sujets qui ont des antécédents. Donc, les pays du groupe 1 sont les pays qui sont sans chloroquinorésistance, sans chloroquinorésistance. Donc, on leur donne plutôt une chimioprophylaxie à base de chloroquine. Les pays du groupe 2 sont des pays avec une faible fréquence des souches de résistance, donc on leur donne la chloroquine associée au proguanil. Et les pays du groupe 3, c'est des pays avec une forte fréquence de souches multirésistantes, donc on leur donne la mefloquine. Pour la vaccination, il faut savoir qu'il y a plusieurs vaccins qui sont en cours d'essai. Donc, pour le moment, il n'a pas encore été utilisé, mais il y a des vaccins et il y a des études qui vont aller dans ce sens-là. Donc, en conclusion, le paludisme reste au début du XXIe siècle une des causes majeures de morbidité et de mortalité, surtout chez l'enfant africain. Le diagnostic et le traitement précoce du palu réduisent l'intensité de la maladie et permettent d'éviter qu'elle ne devienne mortelle. Il contribue aussi à réduire la transmission du palu. L'accès au dépistage et au traitement devrait être considéré comme un droit, comme une composante de lutte contre le paludisme, mais également comme un droit fondamental de toutes les populations à risque. La lutte contre le palu passe aussi par une lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Rappelez-vous la carte où je vous parlais de prévalence et on voyait vraiment que c'est les pays de l'hémisphère sud qui étaient les plus touchés. Parce que dans l'hémisphère nord, la quasi-majorité des cas de palu ont été éradiqués.
La situation épidémiologique en Algérie, elle est certes favorable, mais l'environnement reste propice pour la réintroduction du palu et il est nécessaire donc de conserver une équipe formée et prête à intervenir en cas de besoin, surveiller régulièrement la situation épidémiologique et entomologique du palu pour assurer la pérennité des efforts et des investissements consentis. Il faut savoir que l'OMS a implanté un programme pour lutter contre le palu et c'est en cours de réalisation et que beaucoup de résultats positifs ont été donnés. Et donc, il faudra continuer à mener ces efforts. Donc, je vous remercie. Là, nous allons passer un petit quiz. J'aurais aimé qu'il se fasse en séance plénière, mais peut-être que ça pourra le faire aussi par là. Ou bien, nous allons le laisser pour la séance plénière. Je vous remercie.